Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur du travail, le podcast où la vie en entreprise se raconte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Alix Boussard. Bonjour Bonjour. Marie-Alix. Marie-Alix, tu es aujourd'hui conseiller prud'homal. Tu es co-dirigeante avec Élodie Offray des Alliés, qui est une boîte qui propose des solutions transverses et opérationnelles pour les entreprises en crise. Et tu as eu un long parcours à la fois en tant que directeur général opérationnel, en tant que DRH, et à chaque fois dans ces postes-là, tu as eu des missions de management. Donc j'aimerais qu'on aborde ça. Avant de commencer sur toute ta carrière, la première question que j'avais envie de te poser, c'est quel est le fil conducteur de ton parcours dans tout ce que tu as fait depuis le début de ta carrière ? J'ai commencé il y a à peu près 25 ans maintenant ma carrière et je crois qu'au démarrage, je ne suis pas sûre d'avoir vu un fil rouge. Je pense que le fil rouge, finalement, j'ai l'impression de le voir maintenant. J'ai 47 ans, 25 ans de job dans les entreprises à différents postes, comme tu l'as dit. Et le fil rouge, il m'apparaît maintenant. Et ce fil rouge, c'est de venir en soutien aux dirigeants d'abord et à l'entreprise et ses équipes ensuite, dans des moments de difficulté. La difficulté, ça peut être ou l'accompagnement de la croissance, d'un coup, il y a un marché qui explose, un besoin de structuration, ou au contraire la décroissance, quand ça va moins bien et qu'il faut éventuellement réduire la voilure, changer le business, faire un retournement. Donc ce fil rouge, je le découvre maintenant, c'est ma capacité et mon envie d'accompagner les dirigeants dans leurs moments de crise. C'est ce que tu as défini et c'est pour ça qu'on a créé avec Élodie les Alliés, c'est justement pour pouvoir continuer à faire ça ensemble dans les entreprises. Donc ce fil rouge, il se dessine là. Et conseiller prud'homal, c'est le dernier, on va dire, la dernière compétence que tu as acquise dernièrement. Pourquoi prendre aussi cette voie de ce poste-là, enfin en tout cas cette mission-là en tant que conseiller prud'homal ? Pour avoir été DG ou DRH dans des entreprises, on voit bien que la décision prud'homale, elle peut être hyper impactante pour l'entreprise, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social, organisationnel, etc. Et je me suis dit, plutôt que de critiquer sans cesse ces décisions prud'homales auxquelles j'ai été confrontée en tant que DG ou DRH, vas-y toi, passe de l'autre côté et va voir à quoi ça ressemble d'être conseiller prud'homal, juge prud'homal. Et c'est un exercice qui est complètement différent que de subir la décision. C'est-à-dire qu'on a accès au dossier, on voit tout ce qui se trame derrière entre les avocats, les deux conclusions, les deux parties, les deux plaidoiries. Et ce temps avec les autres conseillers pour décider, pour juger, je suis devenue humble vis-à-vis de la décision prud'homale en devenant conseiller prud'homal. Je pense que je ne l'étais pas. J'étais critique voilà, parce que des fois, ça ne fait pas plaisir, des fois, c'est compliqué, des fois, on trouve que ce n'est pas bien rédigé, des fois, on a envie de faire appel, etc. Là, j'avais vraiment envie de devenir acteur de ces décisions-là pour être peut-être moins critique à l'avenir. Oui, et puis peut-être avoir le même langage que ces décisions qui sont prises où finalement on n'a pas les coulisses. Tu avais envie peut-être d'aller voir comment on réfléchissait finalement quand on était conseiller prud'homal ? Oui, et puis de voir la pratique aussi, parce que les conseillers prud'homaux, il y a des représentants salariés, il y a des représentants employeurs, avec des cursus complètement différents, des expériences de vie en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur très différentes. Donc il y a une mixité, c'est ça qui est bien avec le conseil prud'homal, il y a une mixité de profils, et de mettre ces gens-là enfermés dans une toute petite pièce avec les conclusions de l'entreprise, les conclusions du salarié, et de dire maintenant qu'est-ce qu'on fait, et de quand même mesurer l'impact que ça peut avoir sur la vie du collaborateur ou sur la santé économique, sociale de l'entreprise, c'est super important. Et d'un coup, on a les clés. Et du coup, on l'appréhende effectivement d'une manière différente. On se sent en responsabilité. Il y a 10 ans, moi, quand je suis allée en conseil des prud'hommes en attaque à mon premier employeur, on était quand même dans une période où beaucoup de salariés sollicitaient les prud'hommes pour abus. C'était presque trop, tu vois. Il y avait pour le coup des abus des salariés, si je puis dire. Quelle est la tendance aujourd'hui ? Est-ce que tu trouves que ça s'équilibre ? Quel est ton retour d'expérience ? Il y a un retour objectif qui est l'augmentation des contentieux, en tout cas sur le conseil prud'homme de Montpellier. Il y a une augmentation flagrante des contentieux. Moi, je suis dans la section encadrement, donc je ne gère que des dossiers où il y a un cadre
contre une entreprise ou une entreprise contre un cadre. Et là, on voit que les chiffres explosent et ça crée d'ailleurs des problèmes au sein de la section encadrement pour juste organiser les audiences et les délibérés. Donc, il y a de plus en plus de demandes. Il y a de plus en plus de demandes assorties de demandes de dommages et intérêts pour du harcèlement moral, de la difficulté à retrouver un emploi, etc. On voit de plus en plus de demandes de dommages et intérêts pour la conséquence du prud'homme qui a été fait au départ. Donc non, je pense que la tendance, elle s'est accentuée sur les 10 dernières années, au contraire. Et tu pourrais l'expliquer ? Tu as un avis là-dessus, sur pourquoi ça a augmenté ? Plusieurs facteurs. Le premier, c'est au sein ce qu'on appelle le barème Macron. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Le barème Macron, c'est effectivement un texte qui a été publié il y a quelques années qui fixe le barème des indemnités qui sont versées aux collaborateurs par exemple, si son licenciement n'est pas justifié. Donc ça fixe un barème, ça fixe un quantum. Et du coup, pour avoir plus, il faut systématiquement demander des dommages et intérêts pour quelque chose d'autre que juste la rupture du contrat ou les modalités de la rupture du contrat. Donc, il y a eu ce mouvement aussi de se dire « j'ai pas envie de me limiter à ça », alors que à l'origine, le barème Macron était justement pour venir essayer de rééquilibrer un peu l'effort, c'est pas avoir des décisions qui mettent en péril trop l'entreprise et qui en même temps valorisent l'expérience du collaborateur. Ouais. Et donc là, du coup, on a quand même des contentieux chiffrés, en tout cas, qui augmentent. On a la question du bien-être au travail. Alors, c'est pas nouveau. Ça date d'effectivement peut-être même avec ta propre expérience, mais on sent qu'il y a quand même une sensibilité qui est faite auprès des collaborateurs et auprès des entreprises sur la question du bien-être au travail. Et on s'interroge peut-être plus qu'avant sur est-ce que finalement je suis dans un cadre qui me permet de m'épanouir ? Oui. Et ça peut, si la réponse est non, ça peut générer du contentieux complémentaire par rapport à ce qui existait. Et ensuite, je pense que quand il y a une crise sociale et économique qu'on vit depuis 6 ans post-Covid, ça remet en question les organisations, l'économie, le rapport social entre employeurs et collaborateurs. Et tout ça peut générer du conflit. Pardon. Ok. Et du coup, transition vers les alliés. Tu as cette casquette conseiller prud'homal et en même temps, tu accompagnes les entreprises en crise. Mm-hmm. Là aussi, quel est ton retour d'expérience sur pourquoi on te sollicite ? Est-ce qu'il y a une tendance que tu pourrais, on va dire, dessiner ou bien c'est très varié, très divers comment vous travaillez aux alliés ? On travaille en proximité des dirigeants. On a plutôt un public de dirigeants de PME qui sont peut-être des bons experts dans leur métier. Un bon commercial, un bon technicien, un bon ingénieur et qui a monté sa boîte, qui a fonctionné et qui s'est développé. Et à un moment, face à une crise, qu'elle soit économique, de décroissance ou de croissance, il peut se retrouver un peu démuni. Parce qu'on peut être un très bon chef cuisinier et quand on a 3 restos, c'est un autre métier. On n'est plus au fourneau, on est ailleurs, on est avec un expert comptable, on est avec un commissaire aux comptes, on est avec des avocats, on se retrouve au prud'homme avec des collaborateurs qui revendiquent des choses. On change complètement de métier. Et c'est là où nous, avec Élodie, on intervient d'accompagner le dirigeant à passer une étape, à passer une ou des étapes pour revenir à quelque chose de plus serein. Voilà. Nous, on a essayé d'apporter de la sérénité parce qu'on a une compétence transverse, le juridique, un peu de finance, le marketing financier, le social, le RH, au sens RH, administration, mais aussi management, et le marketing financier, je te l'ai dit. C'était quoi que je voulais dire ? Enfin, voilà. Oui, finalement, c'est l'entreprise à 360, oui. Avec à la fois tes compétences et celles d'Élodie au frais, avec qui tu co-diriges les alliés. Et la prochaine question qui m'est venue, c'est finalement comment, en tant que consultant, donc extérieur à l'entreprise, on crée cette relation de confiance avec le dirigeant et finalement, on accompagne le dirigeant dans une prise de décision où c'est finalement lui qui va prendre les risques. Oui. C'est une relation qui est difficile à mettre à l'œuvre parce que le dirigeant, pour être un bon dirigeant, il doit se préserver. Il doit se préserver du marché,
il doit trouver sa place sur le marché, il doit se préserver des collaborateurs parce qu'il faut qu'il y ait une performance dans son entreprise et en même temps qu'il y ait un bien-être au travail qui soit évident pour continuer à progresser. Donc, d'aller frapper à la porte du dirigeant, c'est compliqué. Il n'a pas confiance, par défaut, souvent, et il faut lui montrer qu'on peut l'aider. Et je pense que ce qui interpelle un dirigeant, c'est quand on arrive avec des choses extrêmement concrètes. Lui, le matin, il se lève, il n'a pas de problème de stratégie. La stratégie, il l'a toute la nuit dans sa voiture, en train de se raser ou sous la douche, il a sa stratégie. Nous, on vient apporter des réponses opérationnelles à la stratégie qu'il veut mettre en place. Et ça, c'est fondamental et ça permet justement de créer du lien. Si on arrive avec quelque chose de flou, en disant on va vous faire un PowerPoint de 47 slides pour vous expliquer que votre stratégie, elle est bien ou elle n'est pas bien, ça ne marche pas. Nous, on arrive avec des solutions extrêmement concrètes que lui, il a le courage de prendre, mais qu'il ne sait pas ou qu'il n'a pas le temps de mettre d'un point de vue opérationnel. Donc, c'est là où on arrive à être en proximité avec le dirigeant. On s'amuse à dire de nous qu'on est les femmes qui murmurent à l'oreille du dirigeant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'en sert comme une marionnette, mais ça veut vraiment dire qu'on est à côté de lui, très proche, dirigeante ou dirigeant d'ailleurs, très proche, pour pouvoir l'écouter d'abord, c'est-à-dire on écoute sa stratégie, là où il veut aller, pourquoi il veut y aller, comment il veut y aller, et nous, derrière, on déroule. Ce que je me disais en t'écoutant, c'est que finalement, avec le contexte actuel du travail où on a énormément de charges, de stress, de pression, dans un contexte qui est instable, j'ai l'impression que vous accompagnez finalement les dirigeants à prendre du recul, non pas sur la stratégie, mais comment mettre en œuvre de façon très opérationnelle la stratégie. Finalement, on se pose, on propose différentes pistes d'action, et ce moment-là, on n'arrive plus à le prendre dans le travail. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ah oui, très bien. Tu dis à un dirigeant, viens, on va se poser. Ouais. Il a une crise d'angoisse, clairement. Et c'est juste pas possible. Lui, il ne voit pas le temps comme d'autres collaborateurs, comme ses propres collaborateurs le voient, ou comme des consultants comme nous le voient. Donc il faut qu'on soit extrêmement rapide et que la pertinence, elle arrive tout de suite. C'est-à-dire que le dirigeant doit être extrêmement précis dans son objectif et concis, et nous, derrière, il faut qu'on déroule presque sans lui. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait, en tout cas qu'on lui fasse la proposition de ce qu'on veut faire sans lui. Il faut qu'on soit à l'écoute, qu'on soit autonome, qu'on connaisse déjà l'entreprise pour avoir creusé, éventuellement parler même avec ses équipes. C'est ce que j'allais te demander. Quand un dirigeant t'ouvre les portes d'un codir et que tu es là en taisant dans le codir, tu apprends plus sur l'entreprise que peut-être toutes les réunions que tu aurais fait avec le dirigeant qui a un biais qui est complètement différent que du biais de la réalité de l'entreprise, et c'est normal. Donc oui, on travaille comme ça, effectivement, sur du concret. Et puis ça demande, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, que finalement, en tant que consultant, c'est avoir un temps d'observation où on prend le temps de faire l'analyse, là où, en interne, finalement, on n'a plus ce recul nécessaire pour faire l'analyse de nos propres pratiques. Oui. Il y a ce temps-là, effectivement, de se regarder un peu, de prendre du recul et de se dire comment on fonctionne, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et il y a aussi quelque chose que, en tout cas, moi, en tant que salarié, des fois, je ne faisais plus et que je me mettais presque un rappel pour le faire, c'est de me dire, le dirigeant, c'est celui qui prend le risque. Nous, finalement, quand on est collaborateur, même si tu as un poste à responsabilité, globalement, le soir, quand tu fermes ton ordi, tu mets pas en jeu ta maison, les études de tes enfants, ta santé économique, ta santé juste physique et mentale en tant que dirigeant. Le dirigeant, c'est quand même celui qui, à un moment, injecté du capital potentiel. Il a injecté du capital, il en a peut-être réinjecté, il a peut-être fait des emprunts sur lesquels il est garant, il est caution, il cautionne sa vie par rapport à son entreprise. Et ça, souvent, quand tu es collaborateur, tu l'oublies. Et de temps en temps, de se rappeler que ça mérite le respect, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, que ça mérite le respect, que ça crée, c'est ça aussi qui crée l'équilibre entre un dirigeant et un collaborateur. Je pense que c'est important. Et le fait de venir avec les alliés, c'est de dire à l'entrepreneur, on entend votre angoisse, votre prise de risque, ça on le respecte. Une fois que ça c'est dit, maintenant on va pouvoir dérouler d'un point de vue opérationnel pour continuer à atteindre vos objectifs. Et comment vous arrivez, dans une autre étape, à gagner la confiance des salariés ? Parce que c'est autre chose, tu vois, c'est ok, j'ai la confiance de la direction, et finalement je viens presque m'immiscer dans le quotidien des équipes, et les préconisations que je vais poser vont changer le quotidien des équipes, donc il peut y avoir une résistance au changement. Comment vous abordez ces transitions-là avec les équipes ?
Ça, tu l'as finalement que tu sois à l'intérieur de l'entreprise sur un rôle de manager ou à l'extérieur en étant consultant. La première chose, ça va être comment le dirigeant te présente. Te présente. Ouais. Présente la mission, te présente, etc. Si ça, c'est raté, derrière, ça va être plus compliqué. Si c'est réussi, ça devrait aller, surtout si le climat est plutôt bon et qu'il n'y a pas de difficultés. Ensuite, encore une fois, c'est des choses assez classiques. C'est vraiment d'avoir une écoute active, de tout de suite percevoir ce qui ne se dit pas, mais ce qui se joue, donc d'être fin dans l'analyse et dans l'observation, et connaître les mécanismes classiques de l'entreprise, son historique, l'histoire des collaborateurs dans l'entreprise, comprendre ce qui se passe dans les coulisses, c'est hyper important. Et ça, c'est un peu de psychologie, c'est un peu d'écoute, d'attention, voilà, et de mémoire. Justement, j'ai l'impression que tous ces ingrédients-là, on peut les trouver en tant que dirigeant, en tant que DRH et en tant que manager, donc des postes que tu as occupés. Du coup, j'inverse la casquette. En tant que dirigeante, tu dirais que c'est quoi finalement le bon cocktail quand on est dirigeant pour emmener ses équipes dans sa vision et dans son entreprise ? Je crois qu'il faut avoir une sorte de triangle isocèle. C'est isocèle quand il y a les angles qui ont le même degré. C'est-à-dire qu'il faut avoir une place sur le marché, c'est-à-dire être clair sur son positionnement marché et le communiquer. Il faut avoir des outils internes qui te permettent d'accomplir l'objectif. Si on te demande de faire un marathon avec des tongs, c'est forcément beaucoup plus dur que si tu as des super baskets. Et l'autre côté, c'est d'avoir une relation saine avec les collaborateurs. La relation saine, elle se crée dans le temps, mais quand même, une fois que tu as les outils, une vision claire avec une stratégie que tu vas être capable de donner aux équipes, normalement, ça devrait fonctionner. Et donc, du coup, c'est vers ça que, si tu veux, tu peux amener tes collaborateurs à te faire confiance, à faire confiance à l'entreprise dans son objectif. Oui, c'est finalement être clair sur la vision pour pouvoir inspirer et être suivi. C'est le leadership, on en parlera tout à l'heure. Et c'est avoir donner les moyens à tes collaborateurs de travailler dans de bonnes conditions. Et ça crée un environnement de confiance où finalement on peut se dire les choses en cas de désaccord et être constructif pour la suite. Et si tu prends ce triangle, si tu prends l'image du triangle et qu'à un moment tu réduis ou tu agrandis un angle, tu vois bien que tout de suite les deux autres sont déséquilibrés. Donc si par exemple tu as une catastrophe marché, tu es créateur de Minitel et puis d'un coup le Minitel s'arrête, tu vas avoir un problème avec tes collaborateurs de manière certaine. Si à un moment tu utilises un outil et qu'on te met un super autre outil qui est super réputé, je pense à ça parce qu'on l'a vécu avec un CRM, d'un coup on te donne la Rolls-Royce de l'outil, mais en fait il est difficile à aborder, il est mal configuré, etc. Bam, ça réduit la capacité de tes propres collaborateurs. Et si tu fais pas attention à eux, si tu ne fais pas attention à tes collaborateurs, derrière, tu vas pas pouvoir déployer ta stratégie et malgré tous les outils que tu vas mettre en place. Donc il y a vraiment ce jeu-là qui se joue avec le dirigeant au centre de ce triangle, si on garde l'image, et qui doit tout le temps tirer à gauche et à droite et au milieu pour être sûr que tout fonctionne. Et donc, question d'après, tu as donc ce triangle avec le dirigeant, et puis dans le sandwich, il y a le DRH. Tu as occupé des postes en tant que DRH, qui est quand même une profession extrêmement exposée, où tu es quand même pris entre la direction et les collaborateurs. Là encore, ce serait quoi pour toi les bonnes pratiques en tant que DRH, ou peut-être même une philosophie du RH pour toi ? Je pense qu'il faut le définir, le DRH. Je pense c'est un peu souvent le mal-aimé dans les boîtes. On croit que c'est ou celui qui fait que de l'administratif, donc il fait de la paperasse, il fait des bulletins de salaire, il fait des arrêts maladie, ça fait partie de la fonction, en tout cas du poste, ou c'est celui qui est le complice de la direction. Oui. Et ça, le côté espion, œil de Moscou, un peu fourbe, c'est quand même dommage parce que le DRH, il a une fonction à part. Effectivement, il est en sandwich, comme beaucoup de managers d'ailleurs. Tu n'as pas besoin d'être DRH pour être en sandwich. Mais le DRH, il a cette fonction globale dans l'entreprise où tous les collaborateurs sont potentiellement capables de lui parler et en même temps les dirigeants aussi. Donc pour moi, il faut redéfinir le poste de DRH et essayer de le rendre agréable aux yeux des collaborateurs et pas comme le vilain petit canard de la boîte. Ça passe par la posture.
Là aussi, ça ne passe que par la posture. Si la posture du DRH, elle est amenée par un dirigeant d'une manière vile, ça ne va pas fonctionner. Si le DRH est valorisé dans sa fonction de RH et pas juste de l'administratif, ça peut fonctionner. Après, ça dépend aussi du RH, mais je pense qu'un DRH ou une DRH dans une entreprise, il faut prendre sa place parce que c'est un pilier qui n'est pas le pilier essentiel, mais il est quand même un des plus importants. Mais il faut accepter aussi de faire partie du maillon de la chaîne. C'est le cas sur plein de services. Souvent, le commerce pense que c'est le maillon fort, les achats pensent que c'est le maillon fort, souvent le RH pense que c'est le maillon fort. Si on fait ça avec une sorte de guerre de clans, là, ça ne peut pas fonctionner. Le DRH ou la DRH doit faire partie du CODIR, bien évidemment, et c'est dans ce CODIR-là qu'il faut créer du lien, et à ce moment-là, il pourra s'épanouir, et son poste pourra être regardé de manière valorisante. C'est une question que j'avais envie de te poser parce que tu parlais de tu as utilisé cette image de l'œil de Moscou et ça me fait penser à la transparence. C'est-à-dire que le DRH est au courant du confidentiel dans le CODIR et en même temps en lien avec les collaborateurs. Et c'est une question qui m'a toujours interpellée où est-ce qu'on met le curseur de la transparence à quoi ça sert parfois d'être transparent et qu'est-ce que ça préserve parfois de ne pas l'être ? Dans quel genre de situation, en tout cas, toi, tu as eu à réfléchir à ça ? La confidentialité d'une information qui est donnée par un collaborateur. La confidentialité s'arrête, pour moi, à partir du moment où ça met en péril l'organisation. Ok. Tout ce qui ne met pas en péril l'organisation reste du domaine du confidentiel. Moi, c'était ma limite, elle était là, mais je la nommais, cette limite. C'est-à-dire qu'un collaborateur venait me voir en disant « j'ai quelque chose à te dire ». Si je lui expliquais ça, je lui disais « selon ce que tu vas me dire, je te dis que je ne pourrais pas garder cette information confidentielle si ça met en jeu l'organisation d'un service ou l'organisation de l'entreprise ». L'information qui est donnée par le dirigeant, par définition, elle est confidentielle, pour moi. Elle devient non confidentielle quand elle a du sens à être donnée par rapport à ou l'organisation, ou la stratégie, ou la direction dans laquelle l'entreprise veut aller. Exemple, on décide de racheter une boîte parce que on fait de la croissance externe. Cette information-là, tant qu'elle est à l'étape de projet, il faut qu'elle reste à l'étape de projet parce que ça ne sert à rien d'en parler. À partir du moment où elle devient certaine ou quasi certaine, ça peut être intéressant d'inclure les collaborateurs, donc d'enlever la confidentialité pour les intégrer dans le projet, voir les effets de bord, etc. Oui, c'est ça. Finalement, la transparence, on donne l'information quand le collaborateur, ça lui donne une perspective dans son propre travail. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Non. Et je te remercie pour ce retour parce que en t'écoutant, ça donne la sensation que finalement, il y a peu d'informations qui... Comment dire ça ? Qui remontent. Alors, il y a deux choses qui font écho à ce que tu viens de dire. C'est que, de mon expérience, j'ai la sensation que souvent, l'information du côté des dirigeants ne descend pas bien. Il y a une vraie difficulté à communiquer sur la vision, les objectifs, les perspectives. Et de l'autre côté, les remontées du terrain, qui sont ultra pertinentes parce qu'on est vraiment dans l'opérationnel, en tout cas dans le concret du terrain. Là aussi, elles ont du mal à être entendues. Et au milieu de ça, il y a la transparence. Et finalement, j'entends dans ce que tu dis que finalement, il y a très peu de choses qui passent et que le reste, ça reste du parasitage par rapport au travail. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait des remontées terrain. C'est vrai que là, on a parlé d'informations plus individuelles et pas d'informations collectives, mais d'interroger toute une catégorie de collaborateurs et d'en faire une analyse et de venir voir son dirigeant ou un codir en le disant factuellement. C'est ça. Factuellement et de manière anonyme. Voilà ce qui se passe dans tel service, voilà le ressenti, voilà les ralentissements, voilà l'état des collaborateurs sur la qualité de vie au travail, etc. Ça, c'est hyper important de le faire. Et ça, pour le coup, c'est du vrai rôle de DRH. Oui. Parce que sa valeur ajoutée, elle est là. C'est-à-dire que le DRH crée des outils et de la confiance pour que les gens collectivement et peut-être de manière anonyme se livrent sur ce qu'ils ressentent, d'en faire une analyse, c'est-à-dire d'avoir le filtre quand même de l'analyse, pas
Un bon DRH, c'est quelqu'un qui sait gérer ses propres émotions, hein, globalement. Donc, si on prend les émotions des collaborateurs ou du dirigeant en plein fer, forcément, derrière, on ne va pas savoir le gérer. Donc, d'avoir ce filtre-là et de faire état de ça, mais aussi de proposer des pistes d'amélioration, c'est rien de pire qu'un collaborateur qui arrive en disant, voilà, il y a ça qui ne fonctionne pas. Et derrière, il ne se passe rien, ça ne fonctionne pas. Donc, un DRH, il doit avoir une analyse, l'avoir ôté de toute émotion, une analyse froide, et de proposer des pistes d'amélioration. Justement, tu parles des émotions. Elles sont présentes, elles sont là. La vie pro et la vie en tout cas, la vie personnelle ne s'arrête pas quand on arrive dans son lieu de travail. Comment on fait avec les émotions ? Je suis peut-être pas la meilleure personne à interroger sur ce sujet. Dans ma posture professionnelle, je camoufle beaucoup. Ok. Je ne sais pas si c'est ce qu'on devrait vivre ou ce qu'on devrait dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mentent sur ce sujet-là, qui disent non, pas du tout, je suis expert sereine. En fait, moi, je ne le suis pas du tout. Donc, on apprend à cacher ses émotions, ou en tout cas avec des outils à se rapporter aux faits. Et du coup, ça atténue un peu la notion d'émotion et de ressenti. Mais moi, oui, ma technique, c'est le camouflage. Je suis pas sûre qu'à titre perso, ça soit une bonne idée de camoufler comme ça régulièrement dans des contextes pro. Mais j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Oui, et en même temps, je crois qu'on n'a pas appris à accueillir les émotions, en tout dans la vie intime, je sais pas, mais dans la vie professionnelle, quelqu'un qui va craquer et se mettre à pleurer parce que charge, stress, aléas de la vie personnelle, on ne sait pas juste être là et accueillir ça et écouter pour repartir ensuite et faire baisser la pression due à l'émotionnel. Donc moi, j'entends tout à fait qu'on ne puisse pas exprimer ses émotions. Moi, j'aurais tendance aussi à mettre un masque quand j'arrive sur un lieu de travail en intervention ou quand je sais qu'il y a des enjeux professionnels. Par contre, je les traite en arrivant chez moi. Oui, alors moi aussi, ou alors j'ai des tips de bureau. Et mes collaboratrices, je pense à certaines d'entre elles avec qui j'ai travaillé en proximité en partageant soit un bureau, soit vraiment des bureaux à côté, me connaissent par cœur et du coup, régulièrement, m'offraient des bougies ou des pâtes de fruits parce qu'après un moment de stress, il fallait que je renifle une bougie et que je mange une pâte de fruits. Donc il y a un côté aussi, on a des exutoires. Oui. Et si ça peut ne pas être à la maison, c'est chouette. Ouais. Si ça peut être dans sa voiture à écouter une musique à fond, c'est chouette. Et si c'est en mangeant une petite pâte de fruits, tant pis, mais c'est chouette aussi. Voilà, donc il y a ce côté-là. Mais effectivement, la gestion des émotions des autres sur soi, c'est compliqué. Et les moments de tension, de manière générale. Il y a à la fois les émotions que les autres transmettent, mais il y a aussi les situations qui génèrent des émotions. Faire des réunions intenses avec un pool bancaire, par exemple dans un contexte difficile économique où il y a 18 banques représentées, bon, il y a un petit moment où on a un peu l'impression de rentrer sur scène, j'imagine que ça ressemble à ça, et de se dire, ok, j'y vais, et il faut que je sois professionnelle, sûre de moi, et que je me démonte pas, quoi, que je tienne. Ça, c'est un exercice. Ça vient... En tout cas, chez moi, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose que tu as travaillé au fur et à mesure ? Oui, vraiment. Mais je crois pas l'avoir travaillé consciemment. C'est ça qui est un peu particulier. Je pense que vraiment, ça s'est fait dans le temps. Et il y a un jour où je me suis dit, mais je sais exactement quel jour, quelle heure, où je me suis dit, c'est bon, tu sais faire. C'est très net. J'ai un souvenir en me disant, je me suis regardée en me disant, ah oui, là, c'est bon, ça y est, tu peux être au point. Finalement, c'est de ne pas attendre d'avoir confiance pour faire, tu vois, que ce soit les émotions ou d'autres, que ce soit l'intelligence émotionnelle ou d'autres compétences soft ou hard skills, c'est je fais, je me trompe peut-être, en tout cas je fais pas au top dès le départ, mais finalement il y a une marge de progression et j'apprends au fur et à mesure. Moi ça me parle dans le sens où je peux être très réactif, tu vois. J'ai appris à me taire au fil des années, mais pas en me disant, avant d'arriver en réunion, quand je sens que ça peut être chaud, en me disant, bon, là, il va falloir te taire. C'est qu'avec l'expérience,
on teste des choses et on se rend compte, en tout cas pour les émotions, que plus on va être dans la réaction, moins il faut réagir. Apprendre aussi, par exemple, tu vois, à travailler un début de réunion. Ça, pour moi, ça, pour le coup, je l'ai vraiment travaillé. C'est-à-dire que je me suis documentée, j'ai travaillé, j'ai exercé, j'ai fait, tu vois, de la pratique. J'arrivais un peu en réunion de manière instinctive. Bon, alors, non, quand ça commence comme ça, alors qui est là? Il nous manque qui? Tu peux pas, la posture, elle commence à partir du moment où soit tu ouvres un écran en visio, soit tu rentres dans la pièce. Ça, j'ai appris à le travailler, par contre, tu vois. Donc, une question de posture. Une question de posture et tout de suite montrer le sens. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là, c'est quoi l'objectif, quand est-ce qu'on sort de là, et donner effectivement de l'outil, du sens et de rappeler la fonction de chacun autour de la table. C'est bien aussi, ça valorise tout le monde et puis ça donne un but. Voilà. Ok. Troisième casquette en tant que manager, où là, tu es face à des collaborateurs, tu as la direction de l'autre côté du sandwich. Tes bonnes pratiques en tant que manager. Et d'ailleurs, c'est quoi pour toi un bon manager? Les compétences d'un bon manager? Le bon manager, c'est quand même l'équilibriste. C'est celui qui tient un peu, tu sais, si tu prends l'équilibriste avec la barre, là, qui prend un peu tout le monde et qui arrive à avancer sans trop trembler sur un fil qui n'est pas bien épais et qui arrive de l'autre côté de l'élastique. La première compétence pour moi, pour un manager, c'est... Alors, il y en a peut-être plusieurs. Donc, la gestion des émotions. Je pense qu'un manager qui panique, qui s'écroule, à terme, ça ne va pas fonctionner parce qu'il va se bouffer lui-même si ce n'est pas par les autres. En tout cas, lui va être malheureux. Et après, c'est quand même d'avoir les oreilles un peu partout, de voir ce qui n'est pas dit. Ça, c'est hyper important. Et ça va être de jongler entre des fois des intérêts qui sont divergents. Les intérêts d'un chef d'entreprise, d'une entreprise, les intérêts d'un collaborateur ou d'un groupe de collaborateurs peuvent être divergents. Et il faut arriver à ramener tout ce monde-là dans une ligne qui est à peu près droite pour arriver encore une fois à l'objectif. Il ne faut pas oublier que le monde de l'entreprise, souvent, je trouve qu'en ce moment, on l'oublie un peu. L'entreprise, elle a une fonction sociale, mais elle a aussi une fonction économique. Et souvent, on tape du doigt quand je dis ça, mais l'entreprise a une fonction économique. Et au final, il faut aussi que dans sa fonction sociale, elle ait quand même une réalité économique. Et il faut ramener ces gens-là à cette réalité économique et sociale. Mais les deux. C'est tabou quand même en France de parler d'argent. Oui. Du coup, comment on ramène à cette réalité économique, tu vois, concrètement? Par la transparence, tu vois, tout à l'heure tu parlais de la transparence. Je pense que d'informer les collaborateurs de l'état économique de l'entreprise, de donner des notions que des fois certains postes n'ont pas. C'est quoi un bilan? À quoi ça sert? C'est quoi l'endettement? C'est quoi la différence entre un résultat, entre la trésor? C'est quoi les perspectives à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? De donner cette information-là de manière régulière, un peu institutionnelle. Il y en a peut-être la moitié qui dorment pendant qu'on fait ce type de réunion, mais au moins, il y a peut-être une moitié qui est attentive. Et puis, de toute façon, ça justifie qu'on l'a fait. Et du coup, on ne peut que s'améliorer dans la communication. Si on ne le fait pas, forcément, on risque rien. Mais si on le fait et qu'à la fin, on nous dit « Attends, là, franchement, c'était pas audible, c'était pas lisible, on n'a pas trop compris. Ça, c'est qui cet intervenant qui est venu, etc. » Là, à ce moment-là, on peut rééquilibrer et du coup, on ramène et on écoute. Depuis tout à l'heure, il y a un mot qui me vient, que tu dis beaucoup, c'est le terme d'équilibre. Et quand tu évoques ça, c'est finalement un équilibre où chacun a sa place. Donc chacun sait finalement quelle est sa place et son champ d'action. Devrait savoir. Oui. Et ça demande d'être extrêmement clair sur finalement qui fait quoi et quelle est sa place. Et c'est le juste équilibre entre finalement les dirigeants qui vont porter la vision, prendre les risques, et les collaborateurs qui vont être au service de cette vision. Tu vois ce que je veux dire? C'est un équilibre dans comment chacun peut contribuer dans cet équilibre des places. Plus qu'au service de l'objectif, c'est d'être intégré à l'objectif. Ok. Et, tu vois, c'est peut-être juste un truc de langage, mais... D'être engagé. Oui.
Oui, on parle souvent de l'engagement. Alors, c'est un mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces. Mais je crois, moi, sincèrement, que s'il y a un engagement sincère qui vient du respect d'abord qu'on a pour les collaborateurs et ensuite du niveau d'information qu'on leur donne et de l'autonomie qu'on leur donne et du pouvoir qu'on leur donne, Oui. à ce moment-là, ça peut fonctionner. On avait fait dans une entreprise quelque chose de très audacieux. Et pour tout te dire, au départ, j'étais pas super fan de l'idée. J'ai un dirigeant qui avait proposé qu'une fois par an, on fasse un vote de confiance des managers. Donc, vote de confiance type Assemblée nationale. Risqué, quoi. Hyper touchy. Ouais. Où en fait, chaque chef de service devait recueillir auprès de ses collaborateurs de manière anonyme des notes sur un certain nombre de choses. Est-ce qu'il nous a bien communiqué la vision ? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe dans l'entreprise et dans le service ? Et du coup, est-ce qu'on lui renouvelle la confiance pour l'année prochaine ? Bon. Moi, quand le dirigeant me dit ça, tout de suite, mon petit cerveau voit les effets de bord partout en me disant « Oh là là, et si il a 4 sur 10 ?» Moi, en tant que DG, je fais quoi ? Je le garde ou je le garde pas ? Et si d'un coup, il apparaît des choses, en fait, il m'a dit tu traiteras. Et finalement, c'était de se dire ouvrons, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur et au pire, on viendra réparer ou on viendra soigner ou on viendra ajuster. Et si tout va bien, super, on pourra s'en féliciter. Mais de toute façon, ça apportera quelque chose de positif. Oui. Et effectivement, on l'a fait. Et là, c'était assez marrant de voir les managers, ceux qui étaient hyper détendus. Ouais, ils devaient être, certains devaient être pas forcément PLS. Hein. Et t'en avais d'autres et ils étaient pas bien. Ils venaient présenter leur bilan moral et financier et managérial. Il y avait la feuille qui tremblait, le PowerPoint qui marchait pas. Enfin, oui, c'était intéressant comme exercice. Et donc, du coup, moi, bien entendu, en tant que DG, j'y suis passée aussi avec les chefs de service. Et c'est hyper formateur. Mais t'as quand même ce petit moment où tu dis « Ah, là, je me mets en danger en tant que manager. » Oui, et puis à recevoir, tu vois, c'est pas évident. Moi, j'ai un exemple sur les rapports annuels vis-à-vis des managers, tu vois, où j'ai un cas où ça s'est passé par informatique, c'est-à-dire à froid, derrière un écran, pour avoir lu certains retours, j'ai trouvé que c'était pas forcément très factuel, assez injuste dans la façon dont c'était présenté, c'est-à-dire à la fois des collaborateurs qui veulent de l'autonomie, et en même temps, ils veulent que le manager prenne les décisions, tu vois, donc des injonctions. Et le risque, donc des injonctions contradictoires. Et finalement, des demandes, des points d'amélioration qui ne sont pas finalement formés clairement. Et donc, à recevoir, pour l'avoir lu, et ça ne me concernait pas, waouh, j'ai trouvé ça hyper abrupt à recevoir. C'est dur, les rapports annuels. Les entretiens annuels, c'est hyper dur à faire. J'ai rarement vu le bon outil, le bon mécanisme pour que ça soit vraiment un moment de qualité, déjà. Ouais. Donc ça, c'est sûr que derrière un écran, quand tout le monde remplit un Google Forms, ça mange un peu d'intérêt, ou sur un SIRH, ça manque un peu d'intérêt. C'est compliqué. C'est vraiment un exercice difficile, l'entretien annuel. Et pour le coup, ça demande au manager un sang-froid, tu vois, je reçois des critiques, parce que potentiellement, c'est ce qui va ressortir. S'il y a des enjeux d'objectifs derrière, tu vois, pour les collaborateurs, tu vois, ça peut pour le coup déséquilibrer et biaiser le retour. Mais si déjà tu as des critiques qui sont faites au manager pendant cet entretien, ça veut dire déjà que l'entretien, il est réussi. Parce que trop souvent, tu as un entretien où tu as un collaborateur qui est hyper lisse, qui sort pas ce qu'il a à sortir, alors que par ailleurs, il est capable peut-être de le sortir à la machine à café, parce que peut-être qu'il a des choses à dire, mais que le moment n'est pas propice à la libération de la parole et pouvoir dire à son manager, écoute là, la manière dont on travaille, la manière dont on communique, j'ai un peu de difficulté en ce moment. Si déjà ça se passe, ça veut dire que c'est un bon entretien individuel. Donc, de mon point de vue. Une transparence de la parole, c'est déjà un bon point pour oui, si déjà pour toi, tu peux arriver à avoir ce type d'échange, ça veut dire que l'exercice, il est presque fait. Justement, pour moi, ça a un lien avec la communication. Comment tu as travaillé ta communication à ces différents postes ? Est-ce que tu as mis des outils en place pour que justement il y ait une confiance qui se tisse au fur et à mesure de la communication pour gérer parfois le stress, les changements, les gestions de conflits peut-être ? Tu aurais des exemples là-dessus ? Je crois que je ne l'ai pas trop travaillé. J'y vais avec 2 éléments, un peu l'intuition et le bon sens. Ça, ce sont mes clés.
Alors, je ne sais pas si du coup, c'est être un bon communicant, mais bon sens et ce que j'ai là, moi. Et ça a plutôt bien fonctionné. Je pense que les collaborateurs ne sont pas insensibles à l'authenticité. Et du coup, quand tu as un manager qui est hyper formé, qui a appris les tips, qui connaît les personnalités, les différents types de personnalités par cœur, qui est formé sur plein d'outils de communication, je pense que parfois il peut perdre un peu d'authenticité. Oui. Alors moi, j'y suis allée brute de décoffrage, à l'intuition, naturelle, voilà, quelque chose d'inné un peu dans la communication, et c'est comme ça que je le fais. Et parfois, il faut être hyper créatif dans le management qu'on peut mettre en place. J'ai un exemple un peu particulier où j'avais 2 collaborateurs qui s'aimaient beaucoup par ailleurs, qui étaient proches dans la vie perso, ils faisaient partie d'une même association, donc ils se connaissaient bien. Et dans le cadre de l'entreprise, c'était 2 maillons de chaîne. À un moment, ils devaient se passer le bâton de relais. Et pour plein de raisons, le passage de relais, il devenait de plus en plus difficile et ça les agaçait tous les deux. Et à un moment, ils étaient en conflit. Et donc là, je pense que ça on ne voit pas trop dans les livres. Donc, je leur ai fait un mail en les convoquant de manière un peu stricte. « Bonjour messieurs, je vous demande de vous présenter dans mon bureau à tel jour, à telle heure. » Vraiment, le mail bien cordialement, quoi. Oui, vois. Donc là, il y a une question quand même de posture qui se veut ferme et assez directive. Ah oui, carrément, directive. Je pense que j'avais mis convocation dans l'objet du mail. Donc tu donnes le ton, en fait. Là, je donne le ton, histoire qu'ils se disent « Mince, là, on est peut-être allé trop loin. » Ou Marix, elle n'est pas contente et ça n'arrive pas souvent. Donc, il y avait un côté un peu, vraiment un extrême que j'utilise pas, ou très rarement. Et je les reçois tous les deux et je leur ai préparé 2 enveloppes. Dedans, j'ai mis 10 € ou 20 € à chacun. Et je leur ai dit, voilà, ça, c'est moi qui vous invite. Vous allez boire une bière. Vous revenez lundi. Vous avez solutionné votre contentieux, votre conflit. Et après, vous venez me dire qu'est-ce qu'on doit mettre en place, nous, entreprises, en moyens, en outils, en organisation, pour que ça puisse fonctionner. Mais je ne veux plus vous entendre, vous disputer, ne pas arriver à travailler ensemble et être dans le conflit. Ils sont revenus lundi avec plusieurs bières, je pense, à leur bilan. Et ça allait beaucoup mieux. Et ça a été constructif parce qu'ils sont arrivés en disant, écoute, il y a des choses qui ont évolué, qui nous ont mis en tension ensemble. On a dépassé les limites de ce que humainement on devait faire ensemble, mais par contre on a un problème là d'organisation, d'outils, il faut qu'on change et ça on a pu le changer et derrière ça a roulé. Je ne sais pas s'ils sont devenus amis aussi proches qu'avant, mais en tout cas ils ont réussi à travailler ensemble. Mais ce que tu disais quand on a préparé l'entretien, c'est que finalement là ton rôle, c'est la priorité, c'est l'organisation. On a un cadre, on a des objectifs et que vous vous entendiez ou pas, finalement c'est pas mon problème tant que ça perturbe pas l'organisation. Et donc, ça, c'est la première chose, c'est-à-dire refixer le cadre, pourquoi on est là. Et ce que je trouve intéressant dans ton exemple, au-delà de l'alcool, pour moi, qui est accessoire presque là-dedans, ou peut-être qui a désinhibé la parole à un moment donné, ou qui a créé un cadre informel. Un moment. Tu vois, à un moment donné, c'est que finalement, tu leur as donné l'objectif de se retrouver, sans temps donné pour s'expliquer, et peut-être qu'au départ ça a dû être un peu le ping-pong des sourds, ce que j'appelle le ping-pong des sourds. Ah, c'est bien ça. Et finalement, comme on est obligé de revenir avec une solution, en tout cas de trouver une manière de travailler ensemble, on parle, on crève l'abcès, il y a peut-être eu le moment des reproches, et puis finalement qu'est-ce qu'on fait ? Donc de ce que j'entends dans ce que tu dis, la gestion d'un conflit, c'est d'amener finalement à crever l'abcès, que la parole se libère, quitte à se dire les choses de façon un peu abrupte, mais au moins de laisser la parole se libérer. Oui, et puis ce qui s'est passé là certainement aussi, c'est qu'ils ont trouvé un point commun. Puisque le sens de l'entreprise et le fait que l'organisation de l'entreprise fonctionnait bien, si tu veux, ça ne suffisait plus manifestement. Donc le fait que moi, je leur ai mis un caillou dans la chaussure, le même caillou dans leurs chaussures individuelles. Ils se sont dit, mince, là, on doit rendre des comptes à Marie-Alix. Donc, du coup, c'est pas juste, on doit travailler ensemble pour le bien de l'entreprise et pour l'objectif de l'entreprise et l'organisation, qui est quand même au quotidien quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier. Oui. Là, d'un coup, il y avait une deadline, c'était lundi. Et en plus, il va falloir lui rendre des comptes à elle. Donc, j'étais pas l'ennemi commun parce qu'il n'y a pas d'ennemi, mais j'étais d'un coup là, ils se sont retrouvés avec un point commun, le même caillou dans la chaussure. Donc ça a recréé du lien aussi. Et donc on doit faire ensemble. Oui, on doit faire ensemble.
Alors que si je les avais reçus individuellement, comme peut-être certains l'auraient fait, en disant, écoute, essaie d'adoucir les angles. Là, toi, essaie de faire ça, peut-être. Et ça n'aurait pas fonctionné. Ça aurait peut-être duré un temps, mais ça n'aurait pas fonctionné. Là, ils ont travaillé sur leur propre solution. Donc, c'est leur donner de la responsabilité et de l'autonomie par rapport à la solution. Exactement. Et dans ce cas de figure-là, c'est toi qui prends les décisions pour eux. Et donc, ça ne peut pas être engagé et engageant s'ils n'ont pas eux-mêmes pris la décision. Je crois que dans la gestion de conflit, ce qui est important, c'est finalement quand deux parties sont en conflit, c'est comment vous pensez sortir de la crise. Mais c'est pas moi qui vais vous dire comment on va le faire, c'est vous qui allez trouver ensemble. Et c'est ce que tu proposes finalement dans cet exemple-là. Oui. Tout à l'heure, tu sais, je te disais que je me rappelais exactement quel jour je m'étais dit, tiens, là, t'as passé un cap. Et c'est un jour où justement, il y a eu un conflit là, pour le coup, multiservice. Vraiment, j'ai réuni tout mon CODIR, c'était les responsables du CODIR. J'ai fermé la porte et j'ai dit, voilà, il est 9h, on a du café, de l'eau. On ne sort pas de cette pièce tant qu'on ne s'est pas tout dit. Donc, on met tout au centre de la table. On trouve des solutions pour que la situation d'aujourd'hui n'agisse plus, ne se reproduise pas. Et les gens qui étaient partis à ce conflit, qui étaient partis à cette organisation, me l'ont dit quelque temps après en me disant « Tu nous as mis une soufflante sans lever la voix, sans être menaçante, mais juste en fait en nous mettant face au mur, en disant « Il faut que vous trouviez une solution ». Je suis là pour vous aider, je suis là pour arbitrer, je suis là pour aiguiller, je suis là pour comprendre, je suis là pour mettre les limites, les bornes, etc. Mais du coup, ça les a responsabilisés. Et c'est ce moment-là où j'ai vu d'un coup tout le monde se taire, écouter vraiment, et se dire, OK, là, je suis acteur de mon propre conflit et c'est moi qui vais le résoudre. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose chez eux, manifestement, mais aussi chez moi. Vraiment, je me suis dit, OK, management, leadership. La différence, elle a été là. Justement, c'était l'objet de mes prochaines questions. Comment tu définis le leadership ? On va commencer par là. Et après, parce que toi, tu considères que le leadership, c'est un talent. Quelque chose d'inné qu'on va développer, mais finalement qu'on ne pourra pas faire progresser comme une compétence. Là où le management, pour toi, ce sont des compétences qui peuvent se travailler, dans lesquelles on peut évoluer. Tu peux commencer par le leadership ? Oui, le leadership, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, vient du ventre, un peu. Si je devais le situer sur le corps, c'est vraiment quelque chose qui vient du ventre. Je pense qu'on l'est ou on ne l'est pas. Alors, c'est dur, parce que ça veut dire que, déjà, en termes d'humilité, ça veut dire que moi, je me considère comme un leader, et que d'autres ne le seraient pas et ne pourraient pas y arriver. C'est presque ça. C'est quand même quelque chose qu'on a envie, déjà, de faire. Tout le monde n'a pas envie d'être leader. Quand on était dans la cour de récré et qu'il fallait choisir les capitaines d'équipe, il y avait ceux qui voulaient y aller et ceux qui ne voulaient pas y aller, et c'est pas grave. C'est marrant que tu dises ça, parce que moi, au foot, en CM2, j'étais jamais capitaine d'équipe. Par contre, j'étais toujours la première fille qu'on prenait dans l'équipe. Ouais, donc, et j'étais toujours à... Ça, c'est ton pied droit extraordinaire, j'imagine. Ouais, j'étais une bonne attaquante. Et j'avais pas peur en tant que goal. Mais tu vois, dans la posture, je trouve ça hyper intéressant parce que déjà, ça, c'est des tempéraments. Dans le leadership, du coup, on pourrait parler de tempérament. Où je vois qu'en fil conducteur, pour le coup, moi, de ma posture, j'aime bien être à droite du dirigeant. Enfin, tu vois, pas capitaine d'équipe. Tu vois, moi, j'étais au collège et au lycée, j'ai quasiment tout le temps été déléguée de classe. Il y a quelque chose quand même qui se joue sur, OK, j'ai envie de prendre soin. Je pense que le leader, il a quand même envie de prendre soin. Il a envie d'être celui qui affronte la houle. Il prend un peu pour les autres. Il y a ce côté peut-être un peu sauveur de se dire, je me mets devant, j'y vais. J'ai la responsabilité, je prends le risque, mais en même temps, j'essaie de préserver mes coéquipiers. Donc, il y a ce côté-là qui, à mon avis, vient effectivement depuis l'enfance, qu'on va pouvoir cultiver par le management. Et le management, pour moi, c'est de la compétence. Et c'est là où moi, par exemple, je ne me suis pas assez formée de manière certaine sur la gestion des conflits. J'y vais un peu au bluff, enfin, à ce que je ressens, mais pas sur les outils très posés, sur la théorie. Je suis pas encore un super bon manager. Je suis peut-être un bon leader, mais je suis pas un super bon manager. Donc, le management, effectivement, pour moi, ça s'acquiert. C'est de la compétence. On va pouvoir venir empiler des briques et être un super manager. Et si en plus, on a un bon leadership au départ,
ça en fait le manager ou le dirigeant ou le cadre de rêve. Voilà. Mais alors du coup, moi je suis pas quelqu'un de très fataliste. Comment on travaille son leadership alors ? C'est une question d'envie, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie d'être toute dans façon. la houle Toute façon. et d'embarquer finalement une équipe avec moi ? Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut avoir envie de faire progresser les autres. Et c'est ça qui fait un bon leader. C'est à un moment, j'ai envie de prendre les autres, de les amener vers là où je pense qu'ils seraient très bons. C'est de voir aussi ce que les gens sont capables de faire ou pas encore capables de faire et d'être celui qui va les aider à y arriver. Il y a ce côté transmission quand même dans le leader qui est à la différence du manager. Le leader, il a envie de transmettre. Je pense qu'il a envie de transmettre. Il a envie de prendre. Il prend la houle. Il est devant. Il prend la houle. Mais en même temps, il a envie de transmettre et que les gens, un peu comme la parentalité, finalement, si je devais faire un parallèle, de dire « Ok, tu m'as appris à lâcher la main et maintenant je la lâche et je suis super heureux. » Il y a ce côté-là. Et pour toi, quel est le rôle du manager vis-à-vis de ses collaborateurs ? C'est pas de les faire progresser, évoluer ? Ce serait pas le même champ pour toi ? Si, mais il y a un côté... il y a peut-être un côté plus ordonné chez un manager que chez un leader. Plus intuitif chez le leader. Oui, quelque chose de plus naturel. Et ça peut se faire aussi sur une forme de développement personnel. Tu es capable de faire ? Ça, c'est quelque chose qu'un leader aura tendance à dire, alors que pour moi, mais c'est peut-être encore une image tronquée, le manager va dire, alors là, pour que tu sois capable de faire, je te propose de faire ça, ça, ça et ça. Il y a un rôle il y a une notion chez le leader de lien, de transmission, de relation qu'il n'y a pas forcément chez le manager, qui est peut-être plus structuré. C'est pour ça que les deux alliés chez la même personne, c'est génial, parce que tu as quelqu'un qui à la fois embarque et à la fois structure. C'est parfait. Oui, et du coup, si on a un manager qui n'a pas ce leadership naturellement, tu vois, qui n'a peut-être pas envie, c'est quelqu'un qui va coordonner, qui va structurer, qui va progresser aussi. Faire progresser, mais de façon, on va dire, plus... le mot cartésienne, un peu, plus, tu vois. plus froid, c'est le mot qui me venait, plus cartésien, c'est-à-dire avec des choses très concrètes, mais moins dans la relation. Oui, moins dans le subjectif, finalement. Il va créer de l'objectivité. Je pense que tu pourrais progresser sur ta posture professionnelle. On va trouver un coach qui va t'aider sur la posture professionnelle. Le leadership, le leader, il va plutôt avoir tendance à dire tiens, regarde, on va le travailler ensemble, ou tiens, regarde telle personne, ou tiens, viens avec moi à tel rendez-vous. Tu vois, Inspire-toi. C'est le mot qui me vient quand tu parles de leadership. J'ai eu la chance d'avoir... dans le cadre d'une recherche d'emploi, des gens qui ont témoigné d'avoir travaillé avec moi et qui ont dit que le mot mentor. Et j'ai trouvé ça juste génial. Le leadership, c'est à un moment, c'est de devenir le mentor de quelqu'un. Oui. Et il suffit d'une personne pour te dire que tu as accompli. Enfin, moi, une seule m'aurait suffi. J'en ai eu deux, j'ai eu trop de chance. Mais vraiment, c'était vraiment ça. Je me dis, OK, là, ça veut dire que tu as été un bon manager, un bon leader avec ces collaborateurs-là. Oui, et dans la notion de mentor, c'est finalement, on va t'observer, mais pas, on va pas faire une analyse de pratique une fois qu'on t'a observé, c'est-à-dire qu'on est en contexte professionnel avec toi et on observe ce qui se passe. Moi, c'est un terme que j'ai beaucoup utilisé avec toi dans notre collaboration. C'est que moi, j'observe tes postures, j'observe la manière dont tu vas amener de l'humour, dont tu vas remettre le cadre. Et c'est en ça, tu vois, que je dirais que tu as du leadership, c'est que, donc je suis la 3e personne qui te le dit dans cet épisode, tu vois, c'est... ah tiens, là, je sens qu'il y a une bonne pratique, qu'il y a une posture qui est juste et en même temps qui pose un cadre qui permette de collaborer quoi qu'il arrive. Et c'est cette observation du quotidien, tu vois, dans la posture. Alors qu'à l'intérieur, je suis terrifiée. Oui, puisque tu camoufles. À l'intérieur, c'est tout le contraire de... Enfin, pas tout le contraire, mais c'est quand même souvent le contraire de ce qui apparaît. Donc c'est ça aussi qui peut être intéressant à transmettre. T'as peur, mais c'est pas grave. Oui. Tu y vas. Oui, et puis le doute, pour moi, est un gage d'humilité. C'est-à-dire qu'on a aussi eu des échanges, tu vois, où on se partageait mutuellement nos doutes sur les postures ou sur les décisions. Quelques-unes, oui. Tard le soir ou tôt le matin. C'est aussi ça, c'est l'humilité du leader, parce qu'on pourrait penser que le leadership, c'est finalement avoir extrêmement confiance en soi. C'est pas tant ça qu'on cherche à transmettre, c'est finalement qu'est-ce qui va nous porter ensemble et comment on va s'inspirer.
Si tu as trop confiance en toi, et que tu es un peu le cow-boy du management et que c'est ça un leadership, tu n'auras pas envie de transmettre. Je pense que vraiment le vrai leader, il a envie de transmettre. C'est celui qui a envie d'accompagner et d'avoir finalement plein de Jedi avec lui et d'avancer comme ça, je pense. Ouais. Un autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'était celui du management bienveillant. Tout comme le management toxique. Alors moi, j'aime pas trop les étiquettes, tu le sais. Je trouve que c'est très limitant de définir quelqu'un comme toxique. Ça l'enferme tout de suite. Et de toute façon, quoi qu'il fasse, ça sera à charge. Et de l'autre côté, le management bienveillant, faut dire que je suis pas non plus conquise par ce terme parce qu'il y a quelque chose de dissonant. Tu pourrais nous donner ton retour sur le management bienveillant ? Pour moi, il y a le management bienveillant, c'est une sorte de gros panier dans lequel en ce moment on fourre un peu tout ce qui se passe. Donc j'ai pas de définition, je sais pas ce que c'est le management bienveillant. Ce que je sais, c'est ce que ce n'est pas. Par exemple, le management bienveillant à la mode management bienveillant washing, comme tu as le greenwashing, où on te met un baby-foot, on te dit qu'on t'écoute, on fait des réunions, des entretiens individuels, annuels, mais en fait, c'est un fichier que chacun va remplir, etc. C'est-à-dire que c'est du marketing d'entreprise, c'est une vitrine. On te met un joli truc dans une vitrine, mais en fait, l'entreprise n'a rien, si ce n'est cette façade de management bienveillant, d'écoute attentive, de communication non violente poussée à l'extrême, etc. Ouais. Et au final, on en oublie le rôle et la fonction de chacun. À la fois l'entreprise, à la fois le dirigeant et à la fois le collaborateur. On l'infantilise un peu, on le rend un peu mou. C'est un truc, tu vois, mou. Voilà. Donc ça, c'est le management bienveillant dont on entend parler là, où il faudrait aller vers ça. Je ne suis pas sûre. Il y a le management bienveillant qui est celui qui lutte contre l'entreprise. C'est-à-dire que quand on entend cette notion-là, on a l'impression que c'est quelque chose qui va venir contre l'entreprise ou contre les dirigeants, alors qu'en fait, on oublie que c'est une notion d'équipe. Oui, qui serait de défendre, de sauver les petits salariés victimes de la direction. Ce serait ça appelle à quelque chose de clanique, en fait. Ouais. Et ça me... Non, ça fonctionne. Chez moi, ça ne fonctionne pas non plus. Par contre, le management bienveillant, c'est quelque chose qui, pour moi, est structurel. C'est un des piliers de l'entreprise. Et si on le travaille sans en parler, presque, comme ça, comme un pilier, c'est-à-dire je fonde mes fondations, moi, je fonde mon entreprise sur un de ces ADN-là, c'est-à-dire j'aurai un management bienveillant et du coup, je déroule derrière des plans d'action sur tout ça. Et si on revient à notre triangle, du coup, je répartis aussi la richesse vers mes collaborateurs pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je communique, j'informe, je crée plein d'outils pour leur faciliter la vie, que ce soit dans leur fonction ou hors de leur fonction, à titre perso, etc. Sans le dire, on fait du management bienveillant. Je n'ai jamais eu un dirigeant qui me dit moi, mon objectif, c'est d'avoir un management bienveillant. J'ai jamais eu ça. Oui, ça s'incarne. Généralement, ils le font. Oui. Ils ne le nomment pas, mais ils le font. En fait, c'est une notion, quand elle est nommée, je trouve qu'elle, du coup... Elle perd de sa valeur. Ouais. C'est comme dire, finalement, moi, je suis généreux dans mon travail. Oui. Bon, ça se vérifie dans les actes et finalement... c'est ça. C'est ça. Ça n'est pas tangible. À partir du moment où on commence trop à en parler, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair sur le sujet. Et finalement, les entreprises où il y avait un réel, selon moi, un management bienveillant, c'est un management qui est d'abord juste et qui est juste vis-à-vis du collaborateur, vis-à-vis des collaborateurs en tant que groupe, vis-à-vis des objectifs de l'entreprise, de ses outils, de son dirigeant. Et à partir de là, on crée un management bienveillant. Mais si on le fronte trop, ça devient suspect pour moi. Et parfois, je trouve qu'on le fronte beaucoup. Tu pourrais donner des exemples de ce qui te paraît juste dans ce type de management, où finalement on est à l'écoute et chacun a sa place ? Mais ce que tu viens de dire, exactement, la place. En fait, c'est de rappeler la place de chacun, à la fois en humain et en organisation, et de donner des objectifs
cohérent. Alors, smart, pour reprendre, Oui. c'est la base. C'est la base, parce que sinon, ça crée de l'anxiété, ça crée du déséquilibre et ça crée quelque chose qui est malveillant. Mais de quand même dire, il y a une intention qui est d'avoir cet objectif-là dans l'entreprise. Et donc, du coup, on va mettre toutes nos forces ensemble pour y arriver. C'est d'être juste et équilibré. On parlait d'équilibre tout à l'heure. Oui. C'est la base. Voilà, c'est ça. Du coup, quand on a cette étiquette de management bienveillant, on pourrait l'opposer au courage managérial. C'est-à-dire que tu vois, finalement, le management bienveillant, on pourrait l'incarner, donc je mets des guillemets, avec de la communication non violente, de l'écoute, des rendez-vous réguliers, des réunions régulières pour dire voilà, on est à l'écoute si on prend juste ce sujet-là. Et en face, le courage managérial, c'est-à-dire de pouvoir communiquer sur des décisions difficiles, finalement, ça prendrait moins de place, ou en tout cas, ce serait mal vu, finalement. Tu as un retour là-dessus, sur finalement comment on incarne ce courage managérial-là, tout en respectant ses collaborateurs et l'entreprise. Déjà, si tu restes à l'étape de management bienveillant, comme tu viens de le dire avec tes guillemets, de dire on fait des réunions, on écoute, on fait de la CNV à tout va, en fait, il ne se passe rien. Si derrière, il n'y a pas des actions concrètes qui renvoient au courage managérial, en fait, c'est l'étape 2. L'étape 1, c'est il faut écouter, il faut entendre, il faut ressentir aussi et presque à la place des collaborateurs. Il faut être en anticipation de leur propre bien-être ou mal-être ou de leurs propres difficultés ou réussites. Et derrière, avoir le courage managérial de passer l'étape d'après et de dire maintenant que ça, je le sais, que c'est factuel, que j'ai du ressenti, mais aussi des faits, derrière, je décline. Et c'est ça le courage managérial. L'un ne peut pas être sans l'autre. Si tu t'arrêtes à la première étape, il ne se passera rien. Et finalement, au bout d'un moment, les gens de parler, ils s'épuisent. Imagine, tu vas voir ton dirigeant ou ton responsable tous les 3 mois en lui disant j'ai des tongs et ils vont me demander de gravir l'Everest, donnez-moi des baskets. Tu vas le faire une fois et on va t'écouter, on va te dire ah oui, on va te taper sur l'épaule, je comprends, c'est pas facile. Et tu repars et t'as toujours rien. Bah, au bout d'un moment, quand bien même t'es entendu, t'es pas écouté, donc ça manque un peu d'intérêt. Donc ce courage managérial vient après cette écoute-là. Et l'un sans l'autre n'est pas possible. De la même manière que si tu prends des décisions tout seul dans ton bureau, sans avoir la moindre idée de ce qui se passe d'un point de vue opérationnel ou du ressenti des collaborateurs, très souvent, tu vas prendre une mauvaise décision. Donc, il faut vraiment allier entre cette écoute et le courage managérial. Et c'est pas facile d'avoir du courage managérial. C'est ce qui fonde un peu les postes à responsabilité. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle un poste à responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut prendre la responsabilité, il faut passer le pas, il faut sauter parfois. Et puis, il faut avoir un bon parachute. Tu as un souvenir, une expérience, d'une anecdote où tu as eu une décision difficile à exposer à un de tes collaborateurs ou à ta direction ? Oui, tout ce qui va être réduction de voilure dans une entreprise. Quand tu annonces à des collaborateurs que pour X ou Y raison, il va falloir fermer des sites, fermer des lieux, réduire des coûts, fermer des services, qu'on n'est plus dans la croissance mais la décroissance, c'est le plus difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce que déjà, c'est la dernière chose que tu as envie que tu dois mettre en place pour essayer. Normalement, si tu as bien fait ton job, tu as mis plein de trucs en place avant d'en arriver à ça qui n'ont pas fonctionné. Donc, c'est un aveu d'échec. De dire à un collaborateur, on ferme un site ou on ferme un service ou on arrête ce développement-là, ça veut dire que tout ce que tu as mis en place n'a pas fonctionné et que tu arrives à la dernière solution qui est celle-là. Donc, ça, déjà, c'est difficile. Et ça fait jamais plaisir de voir, là, pour le coup, on parlait du ressenti, le ressenti d'un collaborateur qui va passer par la colère, par la peine, par l'inquiétude. Donc, ça, ce sont des décisions managériales qui sont difficiles et qui, en plus, une fois que la décision est prise, j'ai toujours eu à la décliner d'un point de vue opérationnel. Quelqu'un qui prend une décision en disant on va fermer 3 sites et derrière c'est d'autres personnes qui gèrent l'opérationnel, il y a une distance qui se crée. Moi, non seulement je prends la décision, mais je la mets en œuvre. Donc ça, je pense que c'est le plus dur. Et comment tu gères la réception de ce genre de message ? Toujours pareil, j'absorbe. Mince. J'absorbe. Il y a une fois dans une expérience à Paris où ça a été physiquement très dur puisque j'ai un collaborateur qui m'a lancé son ordinateur sur la tête. Donc là, pour le coup, c'est la première fois où physiquement j'étais blessée et ça m'a presque fait moins mal que des fois des peines émotionnelles que j'ai pu avoir avec d'autres. Mais on prend et on essaie de rassurer et d'offrir un cadre
où on reste quand même en soutien, on reste quand même à l'écoute et on essaie d'accompagner le collaborateur du mieux que l'on peut, aussi longtemps que l'on peut. Oui, c'est finalement offrir une porte de sortie, mais la voir comme une opportunité. C'est-à-dire on peut aussi accompagner ses collaborateurs sur la sortie. Tu irais jusque-là ou pas? Non, parce que tu vois, ça sonne comme quelque chose qui est, pour moi, ça sonne comme quelque chose qui serait une manière élégante De virer, quoi. de virer. Ouais. Je pense qu'en fait, il faut être plus clair que ça. C'est à un moment, la collaboration va s'arrêter pour X ou Y raison, être transparent et réaliste sur les choses qui poussent à cette décision-là, de dire on peut t'accompagner, mais de dire on voit ça comme une opportunité. Ouais. Je pense que si j'avais dit ça, je m'en serais pris plus d'un d'ordinateur. Ok. Peut-être. Je pense qu'il faut être clair. Non, là, c'est globalement, tu perds ton job. Donc de dire tu vois ça comme une opportunité, non. De Oui, dire, c'est pas entendable. non, surtout pas les premiers temps. Surtout pas au moment de l'annonce, à la limite dans le temps, mais non, ça je crois qu'il faut être... on parle à des adultes qui sont autonomes, qui ont parfois des postes difficiles physiquement ou difficiles intellectuellement, ou parfois les deux. Enfin, voilà, il faut avoir une relation vraiment one-to-one. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire en t'écoutant, c'est que finalement, la hiérarchie, elle va être dans le champ, le champ que tu vas occuper dans tes missions, mais que finalement, dans la relation, c'est quand même de one-to-one, quoi. Oui. Ce que tu as utilisé comme expression. La hiérarchie, pour moi, elle est justifiée, si elle devait être justifiable, par la responsabilité, par le risque, du coup. Le dirigeant ou le cadre ou le directeur général salarié, il a une zone de risque qui est définie par son N+1 à lui. Et on te dit, dans cette zone, voilà, ça c'est ton précaré, tu es responsable, tu es autonome, voilà l'objectif, ça c'est ton précaré, tu prends tes risques. Donc la hiérarchie, l'organisation hiérarchique, elle vient de là. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, tu as un précaré et ta responsabilité et ton autonomie. Mais dans la relation individuelle, il faut tout de suite gommer ça. Il faut remettre de l'horizontal. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, ce n'est pas du management. Au final, ce n'est pas du management bienveillant. Et ta responsabilité, ou en tout cas ton courage managérial, tu vas pouvoir l'exprimer que par une forme de violence hiérarchique un peu déjà datée. Parce que on n'est plus dans ce style-là de management. Et puis en plus, à mon avis, ça va être inefficace. Donc, dans les difficultés, dans les moments difficiles où tu dois annoncer à quelqu'un que la collaboration se termine, cette hiérarchie-là, elle se gomme. En tout cas, moi, j'essaie de la gommer. Merci, Maria. Entreprise et les rôles de chacun, c'est des sujets qu'on prend peu le temps d'aborder finalement, comment toi tu vois le travail, donc je te remercie pour ça. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Quel serait ton mot de la fin? Un vœu peut-être, que l'entreprise soit un lieu apaisé. Je pense qu'aujourd'hui, par les évolutions sociales, par les crises économiques successives, politiques que l'on subit là. Je pense que la valeur travail, l'organisation travail, l'entreprise, le rôle de la collaboration, tout ça est devenu flou et avec une suspicion un peu, une sorte de petite musique tout le temps que j'entends, moi en tout cas, quelque chose qui bourdonne, de dire que on ne peut pas arriver à travailler ensemble. Et je trouve ça dommage parce que je pense sincèrement que, notamment dans les PME, notamment en province, loin de tous les CAC 40 et compagnie, je pense qu'on peut vraiment arriver à créer ensemble. Et on dit souvent que pour un enfant, il faut tout un village, mais je pense aussi que pour créer de la valeur, il faut tout un groupe. Et ce groupe-là, c'est l'entreprise pour moi. Et si on le considère comme un groupe qui va ensemble vers quelque chose où chacun prend sa part à la fois de responsabilité, à la fois de ressources, à la fois de rendu, que ce soit par la forme du bien-être ou par le salaire, je pense qu'on peut arriver à apaiser un peu le monde de l'entreprise et de ne pas le voir comme un champ de bataille. C'est pas un champ de bataille, l'entreprise. On peut vraiment faire des choses chouettes ensemble. Il faut juste que voilà, ça s'organise. Et voilà, si j'avais un vœu, ça serait plutôt que ça s'apaise. Oui, que finalement le travail devienne un espace de jeu, j'ose le terme, où... alors évidemment, il y a un enjeu économique, il y a un enjeu social, mais
finalement, qu'on soit suffisamment apaisé et en confiance pour essayer de mettre les briques ensemble, quoi. Dans la coopération et la collaboration, quoi. C'est bien la notion d'apaisement. Voilà, c'est ça. C'est vraiment qu'on soit en confiance. Tu l'as dit, la confiance, c'est ça. Et qu'on retrouve cette confiance dans l'entreprise. À la fois dans sa structure, mais aussi dans ses acteurs. Ce sera le mot de la fin. Merci Marie-Alix. Merci Mathilde. Pour cette belle interview. Merci. À très bientôt. À bientôt.